Ok, donc le temps que tout le monde finisse de s'installer, j'en profite pour faire un petit rappel. Donc, comme je l'ai dit hier, la séance d'exercice est exceptionnellement un TP. Donc, venez avec vos ordinateurs. Le plus simple, parce que c'est ce que j'ai préparé pour vous, c'est d'utiliser des notebooks Jupyter. Si jamais vous avez Python installé sur votre machine, mais pas les notebooks, c'est très facile à installer. Vous avez la commande pip pour installer des packages en Python, et donc vous pouvez faire un pip install de Jupyter, avec éventuellement un upgrade avant si vous n'avez pas fait ça depuis longtemps. Et ça devrait suffire. Ensuite, les exercices, ils sont sur le GitHub que j'ai renoté là, et qui est sur le transparent. Et j'ai rajouté un sous-répertoire qui s'appelle exercices. Et dedans, il y a les feuilles d'exercices, c'est des notebooks à trous. Essentiellement, il y a des générateurs à coder. Il y a des to-do à faire dans les notebooks. Et une fois que vous avez codé vos générateurs, vous pouvez jouer avec, faire des dessins, tester des trucs. Voilà. Et je vous donnerai donc à la fin du cours des indications sur lesquelles sont faciles et lesquelles sont difficiles, que vous choisissiez en fonction de votre niveau. Si vous codez en autre chose qu'en Python, c'est faisable, mais ça va être un peu plus sportif, surtout en 1 heure. Si vous ne codez pas, choisissez un binôme qui code. Sinon, en 1 heure, ça va être compliqué aussi. Il y a tout un tas de gens qui ont déjà vu un peu les petits notebooks qui peuvent vous aider, qui sont prêts à vous aider. Donc voilà. Et pour finir cette non-introduction, je n'ai pas terminé complètement ce que je vous racontais hier dans mon interlude. Si je veux avoir une chance de vous raconter ce que je veux raconter aujourd'hui, je pense qu'il faut que j'abandonne l'interlude. Si ces questions de caractère bien fondé des spécifications vous intéressent, vous venez discuter, je serais ravie de vous expliquer ce que je n'ai pas eu le temps de faire hier. Et bien entendu, c'est des choses qui tiennent aussi pour aujourd'hui, c'est toujours le même problème, il faut quand même savoir que notre spécification, elle rentre dans les clous. Et donc, comme je disais hier, aujourd'hui, l'intérêt, c'est de faire du Boltzmann. Et du coup, je vais commencer avec quelque chose qui n'est pas du Boltzmann, mais qui va me servir d'exemple introductif parce que dans l'idée, on va avoir quelque chose de très similaire et ça me permet de vous faire un exemple très simple, comme celui que j'ai utilisé hier pour commencer, mais sans rentrer dans toutes les petites subtilités qu'on peut avoir quand on veut écrire un générateur de Boltzmann. Donc, je vais vous parler d'un objet bien connu des probabilistes, qui est l'arbre de bien-aimé Galton-Watson. Alors, en faisant mes petites recherches, j'ai compris qu'il fallait dire bien-aimé Galton-Watson et pas juste Galton-Watson. Si ce n'est pas la bonne chose à faire, dites-le moi. Je veux vexer personne. Et donc, cet arbre, c'est un arbre aléatoire qui est défini par une loi de probabilité sur le nombre de fils d'un nœud. Cette probabilité, elle ne dépend ni de la position du nœud dans l'arbre, ni de ses voisins. C'est la même pour tout le monde. Avec cette probabilité, on peut calculer l'espérance du nombre de fils d'un nœud que j'appelle petit m. Et on n'a que si petit m égale 1, on est dans le cas critique de l'arbre de bien-aimé Galton-Watson. L'espérance de la taille est infinie. Par contre, la probabilité que la taille de l'arbre qu'on produit avec ce processus soit finie est de 1. Et donc, je vais utiliser cette idée-là pour faire des arbres binaires les mêmes que ceux que j'ai fait hier, donc avec du poids sur les nœuds internes et des feuilles qui ont une taille 0. Avec ce que j'ai défini avant, ça veut dire que j'ai une probabilité 1,5 d'avoir 0 fils et une probabilité 1,5 d'avoir 2 fils. Ce qui me donne le petit processus qui est décrit là. Donc mon arbre binaire, c'est une racine. Et puis avec probabilité 1,5, le fils gauche, c'est une feuille. Avec probabilité 1,5, c'est un arbre de bien-aimé Galton-Watson aléatoire. Et pareil pour le fils droit. Quand je fais ça, j'essaye de calculer la probabilité d'apparaître d'un arbre de taille n. Donc, comme je disais, un n, c'est le nombre de nœuds internes. Il y a aussi n plus 1 feuille. Et quand je fais mon calcul, je me rends compte que la probabilité de cet arbre, c'est 1/4 puissance n. Et donc, ça ne dépend que de la taille de l'arbre qui a été produit lors du processus. Et ça, typiquement, c'est la même chose qu'un générateur de Boltzmann aléatoire pour les arbres binaires que j'ai décrit hier, quand je choisis un paramètre qui est la singularité de la série génératrice. Donc pour l'instant, ceux qui ne connaissent pas Boltzmann ne voient pas de quoi je parle, mais c'est simplement pour vous montrer qu'en fait, on va faire le même genre de choses, mais en un peu plus sophistiqué et qui fonctionne pour toutes les spécifications combinatoires que j'ai décrites hier. Là, je vais vous faire juste le cas des arbres binaires, parce que c'est quand même assez sympa de voir à quel point ça marche bien. Et ensuite, on verra comment ça se généralise d'une certaine façon pour faire du Boltzmann. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'espérance de la taille étant infinie, il faut faire attention parce que quand on fait ça, il arrive qu'on génère des arbres très très gros et que ça devienne un peu hors de contrôle. Et donc, il faut aussi prévoir de faire ce qu'on appelle du rejet anticipé, c'est-à-dire qu'une fois que pendant la génération, on dépasse la taille de l'arbre qu'on souhaite générer, il faut s'arrêter, il faut laisser tomber, parce que sinon, au bout d'un moment, on va avoir un crash de mémoire. Et donc, ça nécessite de faire attention dans la génération à couper les récursions au bon endroit. Donc, l'idée, c'est que j'essaie de faire rapidement, pour avoir une chance de vous raconter tout ce que je veux vous raconter, une démonstration de ça.
Normalement, ce qui est pratique, c'est que c'est encore plus simple à écrire que ce que je vous ai montré hier avec les catalans. Donc je vais vraiment utiliser le principe que je vous ai donné. Je vais commencer avec une version extrêmement simple de ce type de générateur. Comme vous avez remarqué sur ce que j'ai dit précédemment, en fait, j'ai même pas besoin de enfin, pour l'instant, je ne vais pas utiliser de paramètres. Je n'ai pas de n qui rentre en jeu parce qu'en fait, je ne choisis pas la taille de l'arbre que je vais engendrer. Et les probas, dans cet exemple-là, ce qui ne sera pas le cas dans le cas de Boltzmann, sont de toute façon fixes. Donc, pour faire un générateur, il faut que je lui donne un nom. Hein. Ouais. Vous suivez mieux qu'hier? C'est peut-être ça. Ce qui veut dire que je suis moins bien concentrée. Ok, donc je vais donner un nom, le même qu'hier, parce que je suis toujours aussi flemmarde qu'hier. Et donc, pour générer mon arbre, ce que je vais faire, comme je disais tout à l'heure, de toute façon, je sais que j'ai une racine, j'ai au moins une racine, mais je vais choisir un sous-arbre gauche qui va être une feuille pour une probabilité 1,5. Alors, j'ai préparé un peu le truc normalement. Et j'ai une petite fonction qui s'appelle flip-a-coin qui est juste là pour tirer avec une probabilité 1,5. Donc, avec probabilité 1,5, je tire une feuille, et comme j'ai fait hier, les feuilles, c'est juste des listes vides. Et sinon, c'est un appel à mon générateur aléatoire. J'ai oublié le else. Ça y est, vous ne suivez plus. Et je fais la même chose pour le sous-arbre droit. J'ai oublié comment on disait droit en anglais, en dehors de ne pas connaître ma droite de ma gauche. Ok, et donc maintenant, mon arbre, c'est simplement, comme je disais, une racine. Donc comme hier, je fais juste des petites lettres pour m'en sortir. Mon sous-arbre gauche et mon sous-arbre droit. Ok, et maintenant, je vais tester. Oups. Et voilà, j'ai généré un arbre. Alors le problème, c'est qu'avec ce que j'ai fait, on ne voit pas bien la taille. C'est-à-dire, bon, là, ça va, on peut compter encore, c'est gérable. Mais si j'ai un peu de chance, on va rapidement arriver à un truc où on ne voit pas la taille. Donc je vais rajouter un truc pour que je puisse voir la taille, parce que mon propos, c'est quand même de vous montrer que je vais pouvoir générer des trucs assez gros avec ce genre de choses-là. Et donc je vais faire un truc un peu cracra. J'ai une version plus propre pour la suite, hein, mais je vais faire une variable globale pour la taille. Oh J'avais prévenu. Non, après, je le fais proprement, c'est juste que je veux gagner du temps. Donc, et du coup, j'ai juste besoin d'augmenter la taille à chaque fois que je rajoute une racine de sous-arbre. Donc en fait, je peux d'ores et déjà faire mon size plus égal 1 ici. Il ne faut pas que j'oublie le égal. Je fais ça. Et maintenant, du coup, ici, je peux rajouter le fait que je vois la taille. Ok, facile. Oula. Ok, donc là, on peut compter vite fait pour vérifier qu'au moins c'est cohérent. Ah, ça y est, on commence à avoir des choses vaguement plus intéressantes, 62. Et donc là, maintenant, je vais tenter ma chance, je vais essayer un petit peu, puis forcément, c'est le moment où ça ne va pas marcher. Je ne vais même pas réussir à faire exploser ma mémoire comme ça. Ok, donc là, j'ai la flemme de continuer, j'aimerais bien en avoir un tout petit peu plus gros que 60, donc je vais faire de la génération en taille approchée. Et pour ça, c'est très simple, je vais faire des tirages jusqu'à atteindre une taille qui m'intéresse. Je me lance pas dans la génération à taille exacte parce que ça pourrait prendre un petit peu de temps aussi là. Je vais simplement dire, tant que je n'ai pas atteint la taille que je veux, je refais des tirages. Alors, il ne faut pas que j'oublie, parce que j'ai fait des trucs un peu cracra, de remettre la taille à 0. Forcément. J'engendre mon arbre, et puis je vais dire si... donc la taille, je vais dire, vous voulez des arbres de taille combien? 200. Ok. Alors je vais mettre un peu de marge de manœuvre, comme j'ai dit, je vais faire approximatif, donc je vais dire entre 200 et 300. Ça te va? Ok, et dans ces cas-là, je vais juste afficher la taille. J'espère que vous me faites confiance sur le fait que l'arbre il a la bonne taille. Et puis, je vais m'arrêter. Un truc. Oui, faites ce que je dis et pas ce que je fais. Ok, et donc là, on voit qu'assez rapidement, j'atteins la taille désirée. On augmente un peu la taille? Alors, je vais le faire, je l'ai codé proprement dans la suite, mais là, justement, je me suis rendu compte hier que j'étais un peu optimiste sur ma capacité à vous faire beaucoup de code en pas longtemps. Donc, juste pour qu'on voit ici, j'augmente juste un peu la taille. Mon but, c'est simplement de montrer qu'il n'y a pas de difficulté particulière. Et donc maintenant, effectivement, je vais basculer sur le code que j'avais déjà prévu à l'avance parce que j'ai rajouté
Une première chose, c'est que ici, a priori, j'ai quand même eu un peu de chance dans mes tirages qui n'étaient pas complètement satisfaisants au départ, c'est que je n'ai pas basculé du côté où j'avais généré des arbres beaucoup trop gros. Si c'était arrivé, il aurait fallu qu'en catastrophe, je stoppe mon calcul et que j'espère que ça n'avait pas fait crasher le kernel Python. Et donc pour éviter ça, je vais rajouter dans mon algorithme de génération de quoi limiter la taille. Donc je passe à la suite où j'ai fait la version propre, donc avec la taille qui est dans une fonction locale, tout ça. Et surtout, ce que j'ai rajouté, c'est que cette taille, elle me permet de mettre ici un test qui dit que si je dépasse une taille maximale que je vais fournir en paramètre de mon générateur, je coupe la génération. Ici, j'ai choisi de le faire avec une exception parce que c'est assez commode et c'est pas très compliqué à faire. Une autre façon de le faire, si vous ne disposez pas d'exception, j'ai besoin d'un mécanisme qui va casser tous mes calculs, qui va remonter la pile d'exécution, donc l'exception fait ça. Mais sinon, il suffit de générer les arbres en utilisant une pile, de dérécursiver la génération, et comme ça, vous pouvez couper facilement où vous voulez. Mais c'est un peu plus pénible à écrire, donc j'ai choisi cette solution-là. Et puis du coup, ici, je fais attention quand je fais ma génération. Et ce que je vais faire, c'est qu'ici, simplement pour la démonstration, je vais pour l'instant laisser l'affichage de l'erreur pour qu'on voit les cas où c'est trop gros. Donc là, et je l'ai appelé free, parce que ce sera la terminologie que je vais utiliser après pour les générateurs de Boltzmann. C'est juste le fait de dire que pour l'instant, je ne mets aucun contrôle sur la taille. C'est simplement, en l'occurrence, ici, l'absence de paramètres qui permet de décider les probabilités. Donc, comme hier, on peut faire des petits dessins, et j'ai fait cette fois-ci proprement. Ouais. T'as pas de problème sur la pile de récursion? Comment je code ça? Alors, quand je vais vouloir générer des arbres un peu plus gros, je vais changer la limite. Et en réalité, on arrive à aller à des tailles que moi je trouve déjà très raisonnables. Mais effectivement, en Python, il faut faire attention. Naturellement, il n'a pas une pile de récursion très élevée. Je pense qu'on va le voir apparaître plus bas dans le transparent. J'ai dû changer la limite le moment où j'ai voulu mettre un peu de poudre aux yeux. Donc, je fais la version ici en taille fixée, celle où j'ai rien mis à la fin. Donc là, je veux une taille exacte. Et j'affiche au fur et à mesure combien d'essais j'ai fait et la taille cumulée de ce que ça m'a coûté de faire ces essais. Et puis, j'ai la version approximative qui est en fait la plus raisonnable à utiliser. Et donc là, par exemple, je vois que pour faire un arbre de taille 100, exactement 100, j'en génère un paquet qui sont trop gros. Mais au bout d'un moment, j'arrive à avoir mon arbre de taille 100. D'accord ? Et si je le fais en taille approchée, normalement, je devrais en avoir un peu moins. Voilà. J'en ai un peu moins et j'ai une taille approchée. Donc je vais retirer l'affichage de l'erreur simplement pour pas que ça pourrisse mes expériences après. Ok, et donc là, on le voit ici, donc je vous ai dit, je commence par afficher le nombre d'essais et ensuite la taille cumulée de ce que j'ai rejeté. Donc là, pour avoir un arbre de taille à peu près 100, j'ai fait 50 tirages et ça m'a coûté de l'ordre de 700 nœuds de générer ça. C'est très variable, hein. Ici, il y a une grosse variance sur cette partie-là. Comme hier, je vérifie quand même, accessoirement, qu'a priori, ça a l'air relativement uniforme. Donc ça, c'est une bonne tête. C'est la même chose qu'hier, hein. Je compte les occurrences des arbres d'une taille donnée quand je fais plein de tirages et je vérifie que j'en ai à peu près autant. Ici, je l'ai volontairement commenté celui-là parce qu'il prend un petit peu de temps à afficher en taille, même en taille approchée ici. Faire le graphique, j'avais mis pas mal de tirages, ça prend un petit peu de temps. C'est pour que vous voyez la courbe du temps d'exécution. Et puis maintenant, on va commencer à essayer de justement pousser un petit peu les choses. Donc là, je veux un arbre de taille 1000. Je l'ai encore affiché. On a vu que ça a été très rapide hein, ici. Et je vous refais pas. Alors, bon, si je peux essayer. Normalement, ce dessin-là, il prend pas beaucoup de temps. Voilà. Donc ça, c'est du GraphViz. Au bout d'un moment, c'est le dessin qui prend beaucoup plus de temps que la génération. Et puis maintenant, j'essaie de pousser, de voir un peu la limite de ça. En fait, la même question qu'hier, c'est jusqu'où je peux aller en termes de taille dans un temps raisonnable. Donc là, j'ai proposé de faire un arbre de taille environ 10 000. Donc on voit que c'est quasi instantané. Celui-là, je ne vais pas l'afficher parce que ça va commencer à prendre du temps. Et puis maintenant, je vais croiser les doigts pour avoir un petit peu de chance et que ça ne prenne pas trop de temps de faire mes générations. Donc là, j'ai un arbre de taille de l'ordre de 100 000. Ça, vous voyez, c'était quasiment instantané. J'ai pas mal de chance. Un petit peu moins. Donc là, je suis à 1 million à peu près. Et avec une fenêtre pas très large. Donc là, celui-là, il pourrait prendre un petit peu de temps si j'ai vraiment pas beaucoup de chance. Il ne s'est pas rendu compte que j'avais un cours à finir en 1h15. Donc la question, c'est jusqu'à temps, j'attends.
Ok, donc là, 30 secondes. 30 secondes pour avoir un arbre de taille de l'ordre de 1 million. Je sais pas vous, moi je trouve ça relativement raisonnable. Hein. Alors, Andrea vous dira qu'on peut faire mieux. mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et allez, je tente encore ma chance. En fait, je dis ok, je veux juste un très gros arbre sans être très précis sur la précision, pour voir si c'est mieux. C'est pas nécessairement mieux, hein. Ça m'est arrivé que ça prenne plus de temps avec une fenêtre plus large. Pardon ? Ah, pardon. Ici, donc la taille du rejet, là, elle est conséquente quand même. Hein. Pour avoir un arbre donc, de taille environ 1 million, j'ai rejeté 8 millions de nœuds. Donc, j'ai rejeté de l'ordre de 7000 arbres, mais si je prends la taille de tous les arbres que j'ai rejetés, en particulier des trop grands, parce qu'en fait, quand je laisse aller très très loin, ben, en fait, là, il y en a qui explosent vraiment, et donc du coup, cela me coûte cher. Voilà, et donc là, par exemple, en mettant une fenêtre plus large, j'ai réussi à faire en sorte que ça me prenne moins de temps. C'est pas un truc absolu, hein, après, il faut tuner un petit peu. J'y arrive, je vais vous montrer. Donc là, justement, j'ai fait une petite fonction qui me permet de compter et d'afficher ça, pour pouvoir justement vous montrer la distribution des tailles. Voilà. Donc là, pardon, je vous l'ai fait en... Donc là, j'ai fait l'affichage en laissant les axes se dessiner d'eux-mêmes. Donc on voit qu'en fait, il y a quand même énormément d'arbres tout petits. Et donc la distribution, c'est ça, elle s'écrase complètement. Enfin, dans le papier d'origine sur Boltzmann, parce que c'est les mêmes distributions, ils appellent ça des distributions piquées. C'est les distributions typiques qu'on va avoir sur les arbres. Si je zoome un peu, je vois que voilà, j'ai vraiment quelque chose de très concentré au début, mais j'en ai plein des arbres ici, il en reste un peu partout, tout du long. Et donc effectivement, je vais finir par en avoir des gros. Alors je vais en discuter. Alors on va voir donc, dans la suite de l'exposé que la méthode de Boltzmann, il y a des grosses similitudes avec ça, et on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer un petit peu les choses dans ce cadre. Donc voilà, j'ai fini avec mon exemple introductif qui me sert essentiellement à mettre en évidence le genre de choses qu'on va pouvoir faire avec les techniques que je vais présenter maintenant. Ce n'est pas du Galton-Watson, mais on va obtenir des choses similaires, en particulier pour les arbres, voire des choses plus intéressantes pour d'autres familles d'objets. Donc ça, c'est juste ce que je viens de vous montrer, que j'ai remis sur le... Et donc maintenant, j'en arrive à la fameuse méthode de Boltzmann. Donc, je vais commencer avec le principe général. On va justement parler des distributions de taille, et puis ensuite, comme hier, je vais présenter les algos. D'abord, les versions étiquetées des algos, qui sont plus simples. Ensuite, je vais parler des trois constructions non étiquetées, qui donnent un tout petit peu plus de fil à retordre. Et puis ensuite, on refera des exemples, et puis on discutera de petites subtilités d'implémentation. Donc le principe de la méthode de Boltzmann, c'est qu'on va avoir quelque chose de similaire à ce que je viens de montrer, au sens où, au lieu de générer à taille fixée, on va faire en sorte d'avoir la contrainte d'avoir tous les arbres de même taille qui ont la même probabilité, mais avec une distribution de taille qui s'étale sur toute la classe combinatoire qui m'intéresse et que je peux décrire avec ma spécification combinatoire. Ce que je veux, c'est l'uniformité pour chaque taille. Et donc pour faire ça, je vais me mettre dans ce modèle-là, le modèle de Boltzmann, qui attribue donc en non étiqueté une probabilité x puissance la taille de l'objet que je vais générer sur C de x, où C, c'est la série génératrice de la classe dans laquelle se trouve petit c. Et donc cette probabilité ne dépend que de la valeur de x. Et en étiqueté, c'est la même chose, mais avec des séries exponentielles, j'ai la factorielle qui apparaît. Un générateur de Boltzmann, c'est simplement un algorithme qui produit des objets avec cette probabilité-là. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que c'est ça qui va nous garantir que pour une taille donnée, tous les objets de cette taille-là vont avoir exactement la même probabilité. Ça veut dire aussi que, a priori, je ne contrôle pas complètement la taille de ce que je vais engendrer. Donc, si je veux pouvoir la contrôler, je vais devoir faire le même genre de manipulation que j'ai fait avec les Galton-Watson tout à l'heure. Ce qu'on souhaite obtenir, c'est la même chose que ce que je vous ai montré aussi, c'est que de cette façon-là, on puisse produire des structures très grandes, bien plus grandes que ce qu'on arrive à obtenir avec la méthode que j'ai présentée hier. Mais bien sûr avec le défaut que pour avoir quelque chose de taille fixe, vraiment pour choisir la taille au départ, je vais le payer un petit peu dans le rejet que je vais devoir faire pour y arriver. Donc comme je disais, je commence avec la partie étiquetée et en réalité les constructions autres que les ensembles et les cycles non étiquetés, c'est la même chose. Comme hier, ça ne change pas parce que l'ordre des éléments dans ces constructions-là sont fixés. Et donc, pour toutes les spécifications que j'ai mentionnées hier,
En étiqueté, on obtient un générateur de Boltzmann qui a une complexité linéaire en la taille de l'objet produit. Je vais parler des versions approchées et taille fixée juste après. Quand je dis constructible, donc comme je dis, c'est toutes celles dont j'ai parlé hier. J'ai mis sauf P7, mais comme de toute façon, je parle de construction étiquetée, cette remarque n'a rien à faire là. Le théorème qui est là dit, en supposant qu'on a un oracle. L'oracle, c'est quelque chose qui va permettre de calculer la valeur de la série génératrice, le C de x qui apparaît ici. Je vais supposer que j'ai une fonction qui est capable de me calculer cette valeur en un x donné à condition que le x soit plus petit que la singularité de la série génératrice qui m'intéresse. Je rediscuterai de ça à la fin du cours, mais c'est un des points une des problématiques d'implémentation dont je vais discuter. Et quand je dis libre, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire que pour l'instant, la seule chose qui contrôle la taille des structures engendrées, c'est la valeur du paramètre que j'utilise. Ceci dit, avec les formules, les probabilités que je vous ai données tout à l'heure, on calcule aisément l'espérance, la variance et ce genre de choses. Et en particulier, l'espérance, étant donné un paramètre x, d'avoir un objet de taille n avec ce type de générateur, c'est x, c' de x sur c de x, c', la dérivée en x de la série génératrice. Et donc, avec ça, on voit qu'on peut, si on inverse cette formule, essayer de viser, de choisir un paramètre pour viser la taille de telle façon à ce qu'on ait la bonne espérance. On va voir que ce n'est pas nécessairement la meilleure chose à faire, mais il y a certains cas où c'est juste la meilleure technique. Et comme je l'ai fait dans mon exemple précédent, taille approchée, taille fixée, on va utiliser du rejet. Alors, je l'explique très rapidement ici, et j'espère avoir suffisamment de temps à la fin pour redonner un peu de détails et vous montrer les différents cas en vrai. Il y a essentiellement 3 types de distributions de taille qui vont apparaître avec ce type de générateur pour les constructions qu'on regarde. Il y a les distributions sympas, celles où tout va bien se passer parce que c'est des jolies gaussiennes et du coup, en visant l'espérance de la taille, vous allez quasiment à coup sûr tomber très proche de la taille de ce que vous voulez. Et donc là, on a une complexité de la génération en prenant en compte le rejet, donc la somme des tailles des objets générés avant d'arriver à celui qu'on veut. On a une génération en taille approchée qui est en O de n et en taille exacte qui est en O de n carré pour ce type de distribution. Donc à nouveau, en taille exacte, ici, c'est quand même pas forcément hyper satisfaisant. Si vous avez vraiment besoin d'une très grosse structure de données de taille exacte, ça va fonctionner, il faudra juste être un petit peu patient. Et si vous avez besoin de structures moins grosses, il vaut mieux faire de la méthode récursive. Ces distributions-là qu'on appelle plates, entre guillemets, bien entendu, ici, ce n'est pas plat du tout, mais en fait, plus vous augmentez la valeur du paramètre et plus vous tendez vers la singularité, ici, plus votre distribution elle va avoir tendance à s'aplatir. Et donc ça, c'est assez commode parce que si elle est plate, en fait, ça veut dire qu'il y a des objets de toutes les... Enfin, vous allez pouvoir taper dans toutes les tailles et vous allez quand même assez rapidement tomber pas loin de la taille que vous voulez obtenir. Ouais. Plus ou moins epsilon par rapport à la taille que tu souhaites viser. C'est ça. Et le... Oui, ah oui, pardon, oui, non, j'ai été un peu vite, oui. Et bien entendu, le cas pathologique, c'est celui-là, c'est donc les distributions des arbres, en général, qui sont piquées et qui s'écrasent très très vite. Et donc là, on discutera un petit peu. Celle-là, si on ne fait rien de particulier, on est déjà en n carré en taille approchée. Donc en taille exacte, ça ne sert à rien d'en parler. Il y a essentiellement 2 techniques qui vont permettre de faire baisser la complexité et de revenir dans ce cas-là. Ça va être de pointer les spécifications, donc la même opération que ce que j'ai montré hier, ou d'aller vers des générateurs singuliers. Et là, on retombe dans le cas du Galton-Watson critique que j'ai montré au tout début. Ça revient à ce cas-là. Et donc, si j'ai un peu de temps, je vous montrerai la différence que ça a fait sur le fameux exemple des arbres binaires. Ok, donc maintenant, on va passer aux algorithmes. Donc, je vous ai donné le modèle. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des générateurs pour toutes les spécifications qui respectent ce que j'ai donné? Ben, en fait, ce qui est assez charmant avec cette méthode, en dehors du fait d'avoir des objets de très grande taille, c'est que les algorithmes sont relativement simples. Ils n'étaient pas forcément très compliqués hier, mais c'est presque encore plus simple dans ce cas-là. Donc, du coup, je vais faire assez rapidement les constructions de base parce que c'est assez direct. Quand vous voulez générer des objets dans une union disjointe, bah, comme hier, il suffit de choisir dans quelle classe vous allez taper. Et ici, ce choix, il se fait avec un tirage de Bernoulli avec une probabilité A de x sur C de x pour engendrer un A
et B de x sur C de x pour engendrer un B. Et donc ici, c'est là qu'on voit qu'on a besoin de ce fameux oracle pour arriver à faire ce tirage-là. C'est ici que ça va jouer. Mais en supposant que cet oracle existe, avec juste ce tirage-là, on obtient le générateur de Boltzmann. Je vous ai mis en dessous le petit calcul qui fait que c'est bien uniforme à taille fixée. Je passe rapidement parce qu'il n'y a aucune subtilité là-dedans. Le produit cartésien, en fait, c'est lui le plus simple et c'est là que tout se joue par rapport à ce que j'ai montré hier. C'est que pour faire un produit cartésien, j'ai essentiellement rien à faire. C'est-à-dire que c'est simplement 2 appels récursifs au générateur des classes qui composent mon produit et c'est tout. Aucun choix à faire. Et donc là où hier on payait un coût pour faire le cut, sur lequel on a passé beaucoup de temps, et ben, aujourd'hui ce coût-là n'existe plus. Et donc on a vu hier que c'était ce cut qui guidait toute la complexité de la génération. Et donc là on l'a fait disparaître, notamment grâce au fait qu'on ne souhaite pas contrôler la taille de façon aussi fine qu'hier. Même chose, je vous laisse la petite démonstration, mais c'est assez évident. Et comme hier, parce que je vous ai dit que c'était des générateurs étiquetés, mais j'oublie toujours de parler des étiquettes, on étiquette surtout pas au fur et à mesure, parce que si on fait ça à chaque produit, il faut redistribuer, et donc on va perdre du temps. On engendre tout l'objet qu'on souhaite engendrer, et seulement à la fin, on plaque une permutation aléatoire sur les atomes, et ça suffit pour avoir des structures étiquetées. Et donc, comme je disais, la complexité, c'est là qu'on va gagner, parce qu'il n'y a pas de coût additionnel au niveau des produits. Pour la séquence, on peut faire exactement la même astuce qu'hier, c'est-à-dire que dire que la séquence, elle s'écrit récursivement avec une union et un produit et c'est fini. Ça fonctionne, mais on peut aussi constater que quand on écrit la séquence de cette façon-là, le nombre de structures qu'on va engendrer pour fabriquer une séquence de A, ça va suivre une loi géométrique de paramètres A de x. Et donc, en fait, au lieu de le faire récursivement, je peux directement choisir correctement le nombre d'éléments que je vais mettre dans ma séquence et engendrer tous ceux dont j'ai besoin. Il se trouve qu'en plus, pour la loi géométrique, il y a une petite astuce qui fait que c'est très rapide à engendrer, et donc ça va bien le faire. Je vais expliquer plus tard, parce que je vais utiliser plusieurs lois de cette façon-là, comment faire les générateurs, mais c'est essentiellement du découpage d'intervalles comme on a fait hier. Et donc, le générateur de séquence consiste juste à choisir le nombre d'éléments de la séquence et engendrer récursivement les éléments qui la composent. Et ce qui est assez commode, en fait, c'est que pour l'ensemble et le cycle, contrairement à tout ce qu'on a dû mettre en place hier pour arriver à écraser nos séquences et nos cycles et les lisser et faire en sorte que ça redevienne des sommes et des produits, ici, on peut directement faire la même chose que pour les séquences en changeant la loi pour que ça corresponde au type d'objet qu'on veut engendrer. Pour engendrer des ensembles, vous allez avoir un nombre d'éléments dans l'ensemble qui suit une loi de Poisson. Et pour engendrer des cycles, vous allez avoir un nombre d'éléments qui suit une loi logarithmique que j'ai rappelée ici. Et donc vous avez juste besoin de faire ces tirages-là. Le coût du tirage est proportionnel au nombre d'éléments que vous allez mettre dans votre ensemble ou dans votre cycle, donc ça ne vous coûte pas très cher. Et ensuite, le générateur est direct. Donc il n'y a vraiment pas besoin de cette étape de standardisation comme on a vu hier, qui était un petit peu fastidieuse. Et donc là, je vous ai fait tous les générateurs pour les structures étiquetées. Il n'y a rien d'autre que ça pour faire les structures étiquetées, donc je peux même faire un résumé sur un seul transparent, et je sais engendrer toutes mes structures. Comme je vous disais, il y a juste la petite subtilité d'être capable d'engendrer, de faire des tirages avec les lois que je vous ai données. Et comme je vous disais, c'est vraiment le même principe que ce qu'on a vu hier. On va découper l'intervalle 0,1 suivant ces probabilités-là et ça va nous permettre de faire les tirages. Il faut juste partir du bon point de départ et incrémenter comme il faut. Je vous ai rajouté la loi de Poisson conditionnée à être de valeur au moins 1. Vous pouvez vous pouvez faire les autres si vous voulez, si c'est nécessaire. Ça va vous donner les contraintes de cardinalité supérieures ou égales à k. Et donc, avec ce dictionnaire d'algorithmes, on peut faire un certain nombre d'objets. Donc, par exemple, on peut faire des partitions d'ensemble. Les partitions d'ensemble, donc c'est en étiqueté. Ça veut dire que je vais partitionner l'ensemble 1n, par exemple. Elles sont décrites par la spécification qui est là. Donc, le set de cardinalité supérieure ou à 1 de z, c'est une part dans ma partition d'ensemble et j'en ai un ensemble. C'est cette description très simple, non récursive, qui va nous donner ce type de distribution, donc le cas sympathique que je vous décrivais tout à l'heure. Je peux écrire directement la série génératrice. C'est très facile de calculer la probabilité pour une structure d'être tirée dans le modèle de Boltzmann. C'est très facile de calculer la valeur de x qui me permet de viser l'espérance que je souhaite.
Et donc avec ça, on peut avoir des générateurs très très efficaces. Le générateur va ressembler à ça. Donc je choisis le nombre d'éléments de mon ensemble de parts suivant une loi de Poisson. Et pour chaque valeur, je choisis le nombre d'éléments. Pardon, c'est ça. Je choisis, le K, c'est le nombre de parts dans ma partition. Et ensuite, pour chaque I de 1 à K, je choisis le nombre d'éléments dans la part pour la partition. Et ça, je veux que ce soit des parts non vides. Donc j'ai une loi de Poisson strictement supérieure à 0. Et ici, je me simplifie la vie. Je ne m'amuse pas à engendrer des listes de Z comme j'ai fait pour les arbres. En fait, en engendrant simplement les tailles des partitions, j'ai déjà complètement encodé ma partition d'ensemble. Il va ensuite suffire, à partir de ça, de ranger les étiquettes dans les morceaux que j'ai créés en faisant ça. Et j'obtiens un générateur de partitions d'ensemble. Ça, c'est l'exercice facile du TP, parce que je vous ai déjà donné le code. Donc, si vous voulez le faire, normalement, en moins d'1 heure, celui-là, il est relativement accessible. Et puis après, vous pouvez regarder ce que ça donne. On peut faire des arbres. Donc là, on se retrouve dans le cas où on va avoir les distributions piquées. Celui-là, il a le bon goût d'avoir encore une série génératrice avec une forme close. Donc l'oracle ne va pas poser de problème particulier. Donc c'est pareil, celui-là, si vous voulez le faire, vous pouvez. Ce n'est pas un exercice, mais je vous ai fait une version avec un notebook. C'est celui qu'on utilisera pour discuter justement des problèmes de comment est-ce qu'on fait pour réduire la complexité en taille approchée. Est-ce qu'on fait du pointage, est-ce qu'on fait du singulier, etc. Si j'ai du temps, c'est avec celui-là qu'on va travailler, mais je le ferai tout à l'heure. On peut faire des mobiles comme ceux que j'ai montrés hier. Donc, comme je vous disais hier, avec mon petit notebook Python, j'étais limitée à une taille de 600 nœuds. J'avais du mal à dépasser ça à cause des limitations que j'avais sur les calculs, soit en entier, soit en flottant. Celui-là, j'ai bien entendu pas noté la taille sur le transparent, mais il me semble que c'est de l'ordre de 10 000 nœuds. Et en réalité, je peux aller beaucoup plus loin que ça. C'est juste qu'après, je vais avoir du mal à les dessiner. Et je voulais avoir un joli dessin dans mes transparents. Donc, je pense qu'on a même le temps d'aller regarder un petit peu le code. Alors, c'est des mobiles, et donc ça, c'est des mobiles étiquetés pour l'instant. Donc, est-ce qu'on peut faire des choses avec des variables catalytiques? Est-ce qu'on peut adapter ça avec, on doit pointer quelque chose en particulier dans un objet? Ouais, je pense. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Oui, mais je pense qu'il y a déjà des résultats là-dessus. Ok, donc j'utilise les mêmes choses que d'habitude. Les fameuses lois avec découpage d'intervalles, je les ai déjà codées. Donc c'est pareil pour vous, pour le TP ce soir. Vous n'aurez pas besoin de refaire tout ça, parce que c'est pas dur, mais ça prend un petit peu de temps à faire. Et, ah oui, et dans le cas des mobiles, pour le coup, avoir l'oracle, c'est un tout petit peu plus subtil. Là, vous n'avez pas de forme close pour la solution de l'équation que j'ai rappelée quelque part ici. Et donc là, pour le coup, j'ai préparé à l'avance quelques valeurs de série génératrice pour des paramètres donnés pour pouvoir les utiliser dans mon notebook. Et c'est ça que vous ferez aussi ce soir. Je ne vous ai pas inclus à l'intérieur des notebooks les programmes qui permettent d'engendrer. C'est pas complètement direct. Donc voilà, j'ai un certain nombre de valeurs qui vont me permettre de fabriquer mon générateur. Et j'ai rangé ça dans des dictionnaires qui vont me permettre de dire... Donc, C, c'est le dictionnaire des valeurs des séries génératrices pour les cycles, et M, c'est les valeurs des séries génératrices pour les mobiles. Donc, je vous rappelle, j'ai découpé ma spécification combinatoire en un mobile, c'est soit un Z fois un cycle, et un cycle, c'est un cycle de mobile. Et donc là, si vous regardez, alors je suis passée très très vite dessus hier, mais déjà ce qu'on peut voir, si on se souvient de ce que j'ai fait hier, c'est que le code est plus simple, et on est très très proche de ce que je vous ai montré avec les Galton-Watson. J'ai ici, à part, mis la partie qui va me permettre de faire mon rejet anticipé. Et le générateur, en réalité, est juste là. C'est cette partie-là. J'ai la partie ici, le gen C pour les cycles, donc qui consiste à juste tirer la loi logarithmique avec le bon paramètre et engendrer le bon nombre. Et la partie ici qui fait l'union et le produit avec Z. Mon générateur, c'est juste ça. Avec, bien sûr, le contrôle du cas où ça ne marche pas. Et donc, voilà. On a une très forte probabilité qu'il ait une taille 1 quand même. Il ne faut pas se leurrer, on en a beaucoup. Donc là, ça va être le moment où je vais en avoir vraiment beaucoup. Donc, et on peut continuer comme ça longtemps, le faire dans une boucle, voir qu'on va en avoir plein.
C'est pareil, la partie faire le générateur en taille fixe et en taille approchée, c'est toujours la même chose, donc je vous l'ai mis dans une fonction, comme ça c'est pareil, ce soir si vous voulez le faire, vous aurez un petit peu moins de code à écrire. Et on peut faire la même manique que pour les Galton-Watson tout à l'heure. Moi aussi j'avais choisi 200 comme taille. Et donc là on voit que... alors là je fais beaucoup d'essais. Bien entendu, c'est lié à la valeur de x que j'ai choisie. Ici, j'ai choisi, je ne me souviens plus, j'ai pris cette valeur-là, qui est une valeur qui est proche du rayon de convergence, mais pas à une très très grosse précision. Le rayon de convergence, il ressemble à ça. Hein. C'est celui que j'ai choisi ici. Donc là, je suis sur une distribution de type piqué, c'est des arbres. Donc si je ne suis pas très près du rayon de convergence, globalement, je vais tout concentrer sur les petits arbres. Et c'est pour ça ici que j'ai pas mal de rejets. Si je change ici... la valeur, et donc j'en mets une un peu plus loin dans ma table, on voit que j'ai beaucoup moins d'essais à faire parce que j'ai un peu écrasé ma distribution. Je vous ai dit que c'était étiqueté, donc comme d'habitude, je peux jeter les étiquettes après coup sur ce que j'ai engendré, et je vais utiliser ça pour vérifier que j'ai bien quelque chose d'uniforme à taille donnée. Et ça a une bonne tête. Pour vraiment bien le voir, il faut que je fasse plus de tirages, mais ça va prendre plus de temps. Donc voilà. Ah, et comme tu le souhaitais tout à l'heure, j'ai augmenté la limite de récursion. Alors, on ne l'a pas vu apparaître, je crois, sur mes Galton-Watson, mais c'est parce que de toute façon, j'ai tellement de notebooks qui tournent que ma limite de récursion, il y a quelque part où je l'ai déjà changée. Donc, mais si vous avez besoin de le faire la première fois que vous lancez un notebook, il y a un moment, si vous voulez générer des gros trucs, faudra probablement faire ça. Et donc là, eh ben, je me lance directement dans du 100 000, 200 000. Voilà, et on voit que c'est relativement rapide. 500 000, 1 million. Ça ne prend pas beaucoup plus de temps. Donc là, j'ai fait 500 000, 1 million avec une valeur proche de la singularité, mais à une précision qui doit être 5-6 décimales, je pense. Et là, ici, je vais encore plus loin dans la précision. Ça ne va pas forcément être plus efficace. Ben là, on voit qu'en fait, j'avais peut-être pas besoin de choisir autant de précision pour des arbres si petits, entre guillemets. D'ailleurs, on voit que là, il patine un peu dans la semoule, donc finalement, mon choix de paramètres était mieux pour le précédent. Voilà, donc là, il y arrive. Donc là, on a quand même des mobiles de taille 700 000 nœuds. Et on peut monter plus loin, c'est juste que là, je ne prends pas les dessiner, etc. Les non étiquetés, c'est pour ce que je vais raconter ensuite. Mais donc, ce qu'on voit, c'est que, au final, c'est pas, à condition d'avoir ce fameux oracle, c'est pas beaucoup plus compliqué que les Galton-Watson. OK. Oups. Donc ça, c'était pour les générateurs pour les constructions étiquetées, donc celles où il n'y a pas de symétrie et donc où ça se passe relativement bien. Et je vais passer un tout petit peu plus de temps sur les constructions avec symétrie. Et normalement, j'ai un peu préparé le terrain hier avec mes générateurs récursifs parce qu'on a déjà vu que la difficulté se concentrait un peu à cet endroit-là. Donc, le transparent que j'aurais dû mettre hier et puis que j'avais laissé seulement pour aujourd'hui et ce n'est pas forcément très pertinent, c'est la question qu'on se pose, c'est pourquoi les symétries posent problème. Et en fait, l'idée, c'est que quand on veut faire des ensembles et des cycles, malgré tout, nous, quand on va faire des tirages, en plus là, on fait des tirages indépendants avec nos générateurs, on va quand même les faire dans un certain ordre. Et donc, on va pas réussir à avoir naturellement ce qu'on obtient quand on veut faire un ensemble et un cycle. Et donc, par exemple, si ici, je veux tirer un ensemble d'exactement 2 éléments dans ce sac de billes ici, et si je le fais en faisant 2 tirages successifs, j'ai 4 possibilités de sortie. Si je fais des trucs étiquetés, tout se passe bien et tout le monde a la même probabilité d'être tiré. Mais si je fais des trucs non étiquetés, j'ai un ensemble à 2 éléments qui a 2 fois plus de chances que les autres d'être tiré. Et donc, toute la question, c'est comment je fais pour, en faisant quand même des tirages successifs, parce que c'est un programme, enfin, alors on peut paralléliser, mais c'est pas... Moi, je vais le faire séquentiellement, je vais faire mes tirages séquentiellement. Comment je fais pour résoudre ce problème-là? En fait, je vais regarder la série génératrice. Alors, j'exagère quand je dis je vais regarder la série génératrice, parce qu'en fait, pour écrire la série génératrice, c'est qu'il y a quelqu'un qui a déjà résolu le problème des symétries, de comment est-ce qu'on comptait les symétries. Et donc, c'est juste une façon de parler, mais globalement, il faut attaquer ce problème de comment est-ce qu'on compte les symétries. Et donc, si on regarde la série génératrice d'un... Alors là, c'est un multi-ensemble, parce que j'ai le droit de faire 2 fois j'ai le droit aux répétitions dans mon ensemble. Un multi-ensemble a exactement 2 éléments. Sa série génératrice, c'est ça. Si vous vous souvenez ce qu'on a vu hier, là, on voit apparaître une série génératrice de diagonales. Et essentiellement, ça, la façon dont on peut l'interpréter, c'est finalement, pour avoir un multi-ensemble à 2 éléments, je fais soit 2 tirages indépendants
dans mon sac de billes, soit je fais un seul tirage et je duplique. Et ça, je fais le premier avec probabilité 1,5 et le deuxième avec probabilité 1,5. Si vous comptez, quand on fait ça, on va régler le problème parce que cela, dans cette partie-là, on va lui redonner une autre probabilité d'arrivée et puis celui-là, on va lui donner une autre probabilité d'arrivée. En fait, ce qu'on va faire pour les générateurs, c'est exactement ça, mais plus largement pour les constructions de multi-ensembles et de cycles. Et même chose, en fait, si on lit la génératrice, en fait, la série génératrice, pardon, on va avoir essentiellement le découpage du générateur. Tout est déjà encodé dans la série génératrice. Il y a des diagonales derrière, mais elles sont déjà là. Donc, je vous rappelle ce fameux tableau de série génératrice parce que justement, elles apparaissent ici. Et donc, l'idée, ça va être d'interpréter celle-ci et celle-ci pour arriver à faire les générateurs. Celle-ci, en fait, on voit bien où est le problème. C'est ce truc-là qui ne va pas nous permettre de nous en sortir aussi facilement. Et donc, pour cette partie-là, alors, il y a toujours la solution, comme celle qu'on a utilisée hier, de faire du rejet. On va voir qu'on a un petit truc ici, une petite astuce qui permet de ne pas faire que du rejet, d'avoir un truc un tout petit peu plus satisfaisant. Et donc, je vais vous donner les générateurs, mais essentiellement, le résultat, c'est qu'on peut faire des générateurs de Boltzmann pour toutes les constructions, le P7 étant à part, avec les contraintes de cardinalité. Je ne vais pas tout détailler parce que ça ferait vraiment catalogue ici, mais vous aurez l'idée. Et là encore, on est avec une complexité linéaire en la taille de la structure produite. On peut avoir toutes les variantes avec contraintes de cardinalité, comme je disais, et je vais vous montrer ça essentiellement pour le multi-ensemble et le cycle. Donc, je reprends ma série génératrice ici, et ça m'arrange, c'est un peu plus commode de l'écrire sous forme de produit que sous forme de somme. Donc je vais choisir cette expression-là. Et donc là, ici, on la voit, la diagonale à cet endroit-là. Et donc finalement, écrire un générateur de Boltzmann pour ça, ça va correspondre à écrire un générateur pour un produit d'ensemble d'éléments de diagonale. Grosso modo, avec les mains, c'est à peu près ça. Donc comment est-ce que je vais faire ça ? Le produit qui est là, je vais déjà choisir avec la bonne probabilité combien il y a de termes dans mon produit. Cette probabilité, pour être dans le modèle de Boltzmann, c'est celle-là. Vous faites les petits calculs, ça se vérifie que c'est la probabilité qui va nous donner la probabilité du modèle de Boltzmann à la fin. Et ensuite, pour chaque entier inférieur strict à k, je vais choisir combien d'éléments, éventuellement aucun, je mets dans chaque sous-partie de mon ensemble. Et ces éléments vont être, pour le k qui vaut 1, des éléments isolés, pour le k qui vaut 2, des paires, des éléments dont j'ai dupliqué les atomes, pour k qui vaut 3, des éléments dont j'ai triplé les atomes. Et il faudra juste que je fasse attention pour le dernier, puisque ce que je vais choisir, c'est la taille de l'indice maximal dans mon produit. Dans celui-là, il faudra que je fasse attention d'avoir au moins un élément dans mon petit sac ici, sinon ça se pose le truc. Et donc, comme je vous disais, les éléments à l'intérieur de chaque morceau, c'est des diagonales. Donc l'algo, ça donne ça. Donc c'est le plus long de tous ceux qu'on a. Et c'est essentiellement lié au fait qu'il faut procéder en 2 temps. Il faut faire à part le k pour la valeur de k que j'ai tirée pour le dernier terme du produit, parce que celui-là, je dois garantir ici que j'ai au moins un élément pour cette taille-là. Je suis sûre que si je prends 5 minutes à tête reposée, je vais pouvoir répondre à cette question. C'est possible. Il y a peut-être une bêtise ici. Il faut qu'on regarde. On devrait régler la question parce que je vous ai écrit le calcul ici. Donc, justement, c'est ce qu'on va aller regarder. En fait, donc là, j'ai le générateur, je fais mes tirages, je tire mes lois de Poisson, je fais attention à faire des diagonales. Donc ici, il faut que je pense à faire les copies des éléments que j'ai engendrés. Et effectivement, tout va se jouer ici dans le calcul de cet indice, dont j'ai remis le calcul ici. Et du coup, je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est possible. Oui, c'est possible. Donc, ouais. Toujours est-il que, à nouveau, faire ce genre de choses, une fois qu'on a les probas qu'on souhaite atteindre, il faut revenir à un cas où on est dans une somme pour que ça fonctionne, par découpage d'intervalles,
le même genre de petites manipulations qu'on a déjà fait plein de fois. Donc j'évite de passer trop de temps dessus, mais tout réside dans le fait effectivement de bien choisir ces valeurs. Donc ça, c'est pour le multi-ensemble. Remarquez que par rapport à hier, on n'a vraiment pas besoin de faire le travail de pointer pour repasser à des cas de produits comme on a fait. Fondamentalement, l'idée, c'est la même, c'est-à-dire que ce qui faisait qu'on avait les descriptions avec le pointage derrière hier, c'était lié à la façon dont on compte avec les diagonales, etc. Mais ici, on n'a pas besoin de faire cette étape supplémentaire. De la même façon que pour la séquence, on n'a pas besoin de l'écrire récursivement. On peut directement choisir le nombre d'éléments qui composent et ça va bien se passer. Donc là, c'est la même chose. Ça ne fait pas gagner en complexité, mais ça simplifie les algorithmes qu'on doit écrire. Pour le cycle, on va faire le même genre de choses. On regarde la série génératrice qui est déjà capable de prendre en compte les symétries et on voit qu'à nouveau, il y a une diagonale là, qui apparaît là-dedans. La série, c'est la diagonale des phi de k, la diagonale généralisée là, avec des phi de k sur k. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on va choisir, on a une somme ici, on va choisir le cas qui nous intéresse. Et pour ce cas-là, on va générer le cycle sous la forme d'une répétition d'un certain motif de longueur k. Et donc là, ça se voit parce que, par exemple, ce que ça permet de faire, c'est de dire que ce cycle-là, en fait, il a plusieurs façons d'être engendré avec ce genre d'algorithme. Il peut être engendré simplement comme des tirages indépendants à tous les éléments du cycle, mais il peut être aussi engendré comme un cycle plus petit que je vais répéter plusieurs fois. Donc, par exemple, un cycle de longueur 4 que je répète 2 fois, ou un cycle de longueur 2 que je répète 4 fois. Et c'est ça que va faire l'algorithme. Et c'est comme mon exemple avec les sacs de billes au départ. C'est ça qui va me permettre de retrouver les bonnes probabilités, même si je fais des tirages séquentiels. Et bien entendu, pour que ça fonctionne, il faut que j'ai les bonnes probas pour choisir mon cas, en l'occurrence ici. Donc, je vais choisir le nombre de fois que je réplique mon motif à l'intérieur de la somme, toujours en décidant avec quelle probabilité je le fais et avec un découpage d'intervalles. Et ensuite, il faut que je fasse aussi attention à choisir la longueur du motif. Et pour ça, je le fais avec ma loi logarithmique ici. Et ensuite, c'est mes tirages indépendants, des copies, et j'obtiens un générateur de cycles comme ça. Donc, à nouveau, un générateur qui n'est pas si compliqué que ça. Alors, sauf qu'on va avoir, justement, je vais vous faire la petite démonstration. En termes d'implémentation, il y a quand même une petite subtilité, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'avais besoin d'une valeur de série génératrice pour mon paramètre x. Et maintenant, en fait, je vais potentiellement avoir besoin de plusieurs valeurs de série. Donc, il faut faire un tout petit peu attention. A priori, si j'ai un aura qui est capable de me calculer pour x, il est capable de me calculer. J'espère qu'il est capable de me calculer pour les puissances de x. Et donc, voilà, il y a un petit peu de subtilité. C'est pas ça que je veux faire. Hop. Jusqu'à écart. Et donc, je reprends mon exemple des mobiles, ça m'évite d'introduire une nouvelle spécification. Et maintenant, je passe en non étiqueté. Et donc, comme je vous disais, première petite subtilité, c'est qu'il ne suffit pas que je stocke une valeur pour un x donné, il faut que j'en ai plusieurs. Et il faut que j'en ai potentiellement un nombre infini. Il se trouve qu'en fait, c'est rare que le cas il déborde. Dans les exemples que j'ai faits, je me rends compte que je ne l'ai pas noté, mais je pense que j'ai mis une vingtaine de valeurs de ma série en x, x1, x2, etc. jusqu'à x puissance 1. Je pense que c'est trop, mais je n'ai pas pris le temps de regarder exactement combien il m'en fallait réellement pour mes expériences. Mais en tout cas, avec une vingtaine de valeurs, ça passe largement. Et donc, vous aurez l'occasion de jouer avec ce genre de truc ce soir si vous vous lancez dans l'écriture d'un générateur non étiqueté, pour les courageux. Et donc ici, je vous fais des petits exemples de la façon dont je les ai rangés dans les dictionnaires. Donc là, dans mes dictionnaires, j'ai mis des listes, et donc l'indice dans la liste vous donne la puissance du paramètre que vous allez utiliser pour faire votre générateur. Et comme on vient de le voir, j'ai besoin de pouvoir calculer des choses avec des phi de k. Donc j'ai importé une librairie supplémentaire qui me permet d'avoir le calcul de phi. Et donc là, le générateur, pour le coup, est sensiblement plus long que ce que j'ai dû faire dans le cas étiqueté, mais parce que j'ai les différents morceaux pour faire mon cycle en particulier. Donc j'ai le calcul ici de l'ordre de symétrie que j'ai présenté tout à l'heure par découpage d'intervalles avec les bonnes probabilités, le générateur de cycle ici, donc avec le choix de la longueur du motif, le choix de l'ordre de symétrie,
et les tirages indépendants ici. Et je suis obligée de mettre au fur et à mesure mon contrôle de rejet anticipé, ce qui fait un algo un tout petit peu plus long. Et j'ai rajouté, alors mon générateur a le paramètre X, a toujours la taille maximale que je ne veux pas dépasser pour faire le rejet. Et du coup, dans mes générateurs internes, j'ai rajouté comme paramètre la puissance de X qui m'intéresse. Au lieu de mettre la valeur de X à la puissance T, j'ai mis le T. C'est lié à la façon dont j'ai encodé mes valeurs, parce que j'ai pas... Bref, passons. Vous verrez ce soir dans les exercices, c'est plus commode de faire comme ça. Donc les paramètres ici, c'est la puissance du X qui m'intéresse, et le X, il est ici. Et donc j'obtiens ce genre de générateur, donc sensiblement plus sophistiqué à écrire, mais ceci dit, l'algorithme est automatique. Là, j'ai juste besoin de recopier ce que j'ai mis sur les transparents et de l'adapter à la série qui m'intéresse. Et j'ai pas, pour le coup, c'est pas plus difficile d'engendrer des structures non étiquetées que des structures étiquetées en termes de complexité. Donc là, je peux faire la même chose, essayer de voir combien de décès je vais faire avant d'obtenir quelque chose de taille intéressante, ou alors le faire directement en taille approchée, taille fixée. Je vérifie à nouveau qu'en faisant ça, j'ai des trucs qui semblent être uniformes. J'ai peut-être été un peu optimiste, ça va, sur le nombre de calculs que je fais. Et après, je vais essentiellement faire le même genre de test. Ouais, là, j'ai peut-être été un peu... Alors, on pourrait croire que je me suis trompée, c'est simplement, comme ils sont non étiquetés, ceux-là, j'en ai un qui apparaît de façon différente. Donc tout va bien. Si vous regardez, il n'y a pas de problème. Ça aurait pu être une bêtise de ma part, mais non. Hop, je continue un petit peu. Je vais avancer vite parce qu'on a compris le principe. Et même chose, on obtient assez aisément des structures d'une taille de l'ordre du million sans trop de difficultés. Et je vous ai même refait des dessins de distribution. Donc là, en fonction des valeurs des paramètres que j'ai choisis, un très proche de la singularité et un légèrement moins proche. Et on voit qu'effectivement, à chaque fois, la distribution, comme sur les dessins que j'avais faits, elles ont tendance à s'étirer vers les grandes tailles. OK. Alors, dernière construction, comme je vous disais, le power set qui nous embête toujours un petit peu. Celui-là, à cause des moins dans la série génératrice, du fait qu'en fait, il faut faire une forme d'inclusion-exclusion. On ne peut pas le faire directement, mais il y a une petite astuce qui nous permet de ne pas simplement engendrer un multiset et rejeter si ce n'est pas un power set, ce qui ne serait pas très efficace. Surtout quand c'est récursif. Il y a une petite astuce qui est le fait d'utiliser cette identité, l'identité de Vallée, qui consiste à dire qu'un multi-ensemble, donc un ensemble avec des répétitions possibles, c'est la combinaison d'un ensemble avec des éléments isolés et d'un ensemble avec les éléments qui restent regroupés par paires. Et donc si vous faites ça, on voit qu'en réalité, ici, si je suis capable d'engendrer un multiset et d'extraire la partie qui correspond au multi-ensemble des éléments groupés par paires, ce qui me reste, c'est un power set. Alors, il va être sensiblement plus petit que celui d'origine. Néanmoins, on va quand même ne pas avoir besoin de rejeter tout le travail qu'on a fait. Donc, le générateur consiste simplement à extraire le power set ici. Donc, il faut compter les occurrences des éléments dans vos ensembles. Là où c'est embêtant, c'est quand le power set est imbriqué à l'intérieur d'une construction et tout, ça commence à faire des choses un peu pénibles. Mais en tout cas, on est capable de faire un générateur pour cette construction-là. Pareil, dans les exercices de TP, il y a un petit exemple d'application pour voir ce qui se passe avec le power set pour faire les partitions d'entiers. Je vais vous montrer ça dans les exemples et les applications, justement. Mais donc voilà, je viens de finir la partie qui correspond à décrire les différents algorithmes qui vont me permettre d'avoir des générateurs de Boltzmann. Et maintenant, je vais revenir à quelques exemples et ensuite aborder deux questions cruciales d'implémentation, en particulier le cas de l'oracle. Est-ce que pour l'instant, ça va ? Alors, si j'ai un élément 3 fois, j'en mets 2 là et 1 là. Parce que, tu vois, je le partitionne, je répartis.
Ok, donc comme je disais, dans les exemples d'application, il y a les partitions d'entiers que vous pourrez faire tout à l'heure en TP. Les partitions d'entiers classiques sont décrites par la spécification qui dit que c'est un multi-ensemble de séquences supérieures à 1 de Z. Séquence supérieure à 1 de Z, c'est juste une façon de dire des entiers. Le nombre d'atomes, c'est la valeur de l'entier. Et donc ça nous donne une partition d'entier. Et pour avoir des partitions d'entiers en sommant distincts, je fais la même chose avec un power set. Il se trouve que les partitions d'entiers, c'est encore un cas où la distribution est en cloche, et donc c'est très commode. Et donc je vais pouvoir utiliser ce générateur-là pour avoir un générateur de partitions d'entiers en sommant distinctes. Comme je disais tout à l'heure, il se trouve qu'en plus la loi géométrique qui est utilisée pour les séquences, il y a une petite astuce qui permet de le faire en temps constant, en opération arithmétique. Et donc ce qui veut dire qu'en fait, chaque entier qui compose ma partition n'a pas un coût O de n, O de la taille de la valeur de l'entier pour être engendré, mais un coût constant. Et donc en fait, celui-là, cette version du générateur permet d'avoir un truc sous-linéaire au niveau de la génération, et donc on va pouvoir engendrer des vraiment très très grandes partitions d'entiers. Alors j'avais fait ces tests-là il y a très longtemps en Maple, j'ai pas vérifié je crois avec le notebook qu'on peut aller aussi loin. Vous me direz en TP, vous ferez l'expérience pour moi. Et normalement, vous devriez constater ce genre de choses, c'est que quand on extrait la partition en sommant distinct de la partition d'entier qu'on a générée de cette façon-là, on a un facteur à peu près 1,5 sur la taille. Donc ça nous permet quand même d'avoir des partitions d'entiers en sommant distinct de taille assez conséquente, sans trop de difficultés. Vous pourrez jouer avec ça tout à l'heure. On va pouvoir faire des objets un peu plus sophistiqués comme des graphes fonctionnels, par exemple. Donc là, la façon, je les avais déjà montrés hier parce que j'avais montré l'exemple très rapidement de la standardisation, de la spécification sur des graphes fonctionnels. Donc les graphes fonctionnels, ce sont des ensembles de cycles d'arbres généraux non planaires. Et donc ça nous donne cette spécification-là. Et donc là, c'est pour les plus courageux en TP parce que si vous le faites en non étiqueté, on a quand même 2 multi-ensembles et un cycle à faire. En 1 heure, il y a de quoi s'occuper, je pense. J'ai peut-être été un peu optimiste. Et ceux-là, ils sont assez sympathiques parce qu'en plus, on est dans le cas des distributions plates. Donc c'est assez facile d'en avoir des très très gros. Par exemple, si je choisis un paramètre que j'ai calibré pour avoir une espérance de 20 000 nœuds dans mon graphe fonctionnel, les tailles des tout premiers que j'engendre, sans jeter personne, c'est ça. Alors, ce ne sera pas toujours ça, bien entendu. Mais et le underscore, c'est pour c'est trop gros. C'est-à-dire que j'ai dû mettre une limite à 25 000 ou un truc comme ça. Et celui-là, j'avais dépassé 25 000. Mais ici, on n'a pas les petits. Enfin, on n'a pas les petits. On pourrait en avoir de taille 1, bien entendu, mais on a très rapidement des trucs assez gros. Donc ça, c'est pour les courageux. Et sinon, il y a les solutions pour tous les exercices de ce soir, pour ceux qui ne sont vraiment pas courageux et qui veulent directement jouer avec les solutions. On peut faire des circuits séries parallèles, donc fondamentalement des arbres, mais on peut aussi les voir comme ces petits graphes, où un circuit en série, c'est une association séquentielle de circuits en parallèle, et des circuits en parallèle, c'est une association en parallèle de circuits séquentiels. Et ça, c'est l'exercice intermédiaire. Si vous faites cet exercice-là, vous pourrez faire des petits dessins comme cela tout à l'heure en TP. C'est l'exercice intermédiaire parce que l'exercice que j'ai fait, c'est en version étiquetée, parce que sinon, c'est pareil avec le multi-ensemble. Et avec les contraintes de cardinalité, c'est un petit peu... pour que non, avec la contrainte de cardinalité, c'est pas si difficile que ça. Si vous êtes courageux, vous pouvez le faire en non étiqueté. Ok. Ce que j'ai présenté là, c'est vraiment la méthode d'origine. C'est le papier d'origine qui date de 2004, plus celui qu'on a écrit ensuite avec Philippe et Eric pour compléter pour les structures non étiquetées. Et après ça, il y a eu énormément de travaux autour de la génération de Boltzmann. Au tout début, essentiellement des applications, l'utilisation de générateurs pour faire les objets préférés des gens, essentiellement. Mais très rapidement, en fait, il y a eu aussi des extensions et des adaptations et des idées nouvelles autour de ce modèle-là. Si je voulais vraiment vous présenter tous ces travaux, il me faudrait encore 2h30 de cours, je pense. Donc vous allez en avoir un petit peu marre, moi aussi. Donc ici, je me suis contentée de faire un listing très non exhaustif sur ce transparent avec les références pas en entier parce que sinon ça ne tient pas. Si vous voulez des précisions sur ce que je mentionne là, vous me le dites et puis je vous donnerai les bonnes références. Essentiellement, donc, comme je vous disais, là, des premiers résultats qui sont des applications directes et puis après un certain nombre de choses. En particulier, je vais
j'espère avoir un petit peu de temps pour vous parler du pointage, pour essayer d'améliorer le cas des distributions piquées. Le pointage, c'est compliqué pour les structures non étiquetées. Donc, il y a cet article-là qui permet de gérer ce genre de choses. Ensuite, vous avez un certain nombre de choses pour rajouter des constructions différentes dans les spécifications qu'on peut avoir. Vous avez du multivarié ici. Et ensuite, vous avez un certain nombre de choses pour essayer d'améliorer la complexité. Et donc récemment, des travaux d'Andrea pour avoir des générateurs de Boltzmann en temps linéaire pour un grand nombre de classes. Si vous voulez des précisions là-dessus, allez lui poser la question. Je suis sûre qu'il sera ravi de vous raconter. Il le fait avec beaucoup d'entrain. Et il le fera certainement beaucoup mieux, quoi. Et aussi des travaux pour régler la question de l'oracle, qui est quand même nécessaire pour arriver à avoir les générateurs, que je vais aborder là. Donc moi, ce que je vais vous raconter, c'est le travail que je connais bien parce que j'y ai participé. Mais il y a aussi un autre travail récent qui permet qui montre une autre technique pour avoir des oracles et pour gérer aussi les problèmes qui sont liés au fait, toutes les questions autour des générateurs singuliers. Et là, pareil, alors les auteurs ne sont pas là, mais si vous voulez des précisions là-dessus, je vous engage à en discuter avec eux. Voilà. Et donc, je termine avec ces deux questions d'implémentation qui sont liées, qui sont l'oracle et le choix du paramètre. Alors, la question de l'oracle. Dans mes exemples d'application, j'ai choisi des spécifications relativement simples, constituées d'essentiellement une, voire deux équations dans ce que je vous ai montré, où, dans un certain nombre de cas, on peut calculer une forme close de la série génératrice, ou en tout cas espérer avoir des solutions assez facilement. En toute généralité, calculer la valeur de l'oracle, ce n'est pas simple, ce n'est pas direct. En particulier, ici, je vous ai fait un petit exemple. Alors, pas si simple, mais pas si compliqué que ça, avec seulement 4 équations et avec uniquement des produits, des unions et des séquences. Et du coup, je me pose la question, OK, comment est-ce que je fais pour calculer un oracle pour ce genre de choses? Ma solution naïve, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, je vais essayer de calculer les solutions de ce système d'équations. Pourquoi est-ce que c'est grave de calculer, tu vois, au fur et à mesure, la précision dont tu as besoin? C'est peut-être que tu fais, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Tu as une uniforme qui arrive, si ta précision, elle est, tu as un certain nombre de digits peut-être jusque-là. Si cette précision elle est suffisante, c'est bon. Sinon, tu calcules les décimales. Alors, a priori, je suis d'accord avec toi. Il faut quand même la première décimale, il faut quand même que j'arrive à l'avoir. J'en suis même pas encore à la question de avec combien de décimales je vais faire mon calcul. Est-ce que j'ai une valeur qui ressemble à la valeur que je cherche? Déjà là. D'accord. Non, bien sûr. Genre, je vais avoir cette discussion. Et dans l'exemple que j'ai fait, et là, j'ai pas mis beaucoup de décimales, mais pour l'instant, je ne parle pas encore de ça. Je vais y venir. Mais effectivement, pour un certain nombre de cas, en réalité, j'ai pas besoin d'une précision énorme. Il n'y a pas de. Voilà, le problème du système que je montre, c'est qu'en fait, ce système-là, il a plein. Donc, ce qui m'intéresse, c'est des solutions numériques. J'ai besoin de savoir calculer la valeur numérique d'une série génératrice pour un x donné, à condition que ce x soit plus petit que la singularité, ce qui en soi est un problème aussi. Bon, j'y viens. Mais donc la question, c'est, OK, c'est quoi la solution numérique de ce système? Le problème, c'est que la solution numérique de ce système, ça n'a pas de sens. Il y a plusieurs solutions numériques de ce système pour un point donné. Si je choisis une valeur de x, c'est ce que j'ai mis ici. Là, je l'ai fait en Maple. Peut-être que dans d'autres systèmes de calcul, a priori, là, j'ai toutes les solutions numériques pour x égale 0,3 pour ce système. J'en ai plein. Et elles sont toutes positives, donc elles sont toutes candidates à être la valeur de la série génératrice au point x égale 0,3. Sauf qu'en fait, il n'y en a qu'une de valeur de la série génératrice au point... Enfin, sinon, je ne peux pas m'en sortir. Et donc la question, c'est laquelle? Comment je choisis? Il y a vraiment des points isolés.
Oui, alors je n'ai pas fait très attention à comment j'ai fait mes solves. Il n'est pas impossible que je n'ai pas tout trié et que dans les points que j'ai dessinés, il y en ait pour lesquels toutes les coordonnées ne sont pas négatives, sont pas positives ou des bêtises comme ça. J'ai pas. Tu parles des petits nuages ici? Ouais. Ouais, c'est la solution de Y1 là, j'ai choisi. Donc ça m'a intriguée aussi, mais un peu, bon, prise de cours, j'ai investigué. En tout cas, ça, c'est toutes les solutions que j'ai pour une valeur. Donc, si je regarde toutes ces solutions, a priori, je ne sais pas vous, mais moi, je ne sais pas décider laquelle est la bonne, comme ça. J'essaye de faire un peu mieux en dessinant les solutions pour toutes les valeurs de x possibles. Même chose, pour l'instant, a priori, je ne sais même pas quelle est la singularité des séries génératrices de ce système. Et si j'essaie de tout dessiner, j'ai ça pour y1. Sachant qu'en fait, du coup, il me manque que les autres coordonnées. D'accord ? Et donc là, on pourrait se dire, OK, peut-être que ce dessin donne des informations. Alors, première chose, en fait, ce dessin, c'est artificiel. C'est-à-dire que j'ai dessiné les points valeur par valeur. Ce n'est pas des courbes. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça, là, c'est une courbe. Mais moi, je ne dispose même pas de cette information. Donc, typiquement, on pourrait avoir envie de se dire, ah, ben, c'est peut-être la plus petite, ou c'est celle qui revient le plus. Ben, en fait, on n'a pas vraiment d'informations. Là, si, je vais manquer de temps, donc je ne vais pas vous faire le petit jeu du pari, mais je crois que, si je me souviens bien, la bonne, c'est celle-là. C'est la petite qui est planquée là. Donc, a priori, il n'y a rien qui la distingue comme ça des autres. Alors, je triche peut-être un peu parce que je n'ai pas fait l'effort, mais je pense que si j'étais capable de faire ce dessin dans les 4 dimensions qui m'intéressent, en fait, il ne doit y en avoir qu'une seule qui est vraiment toujours croissante, machin, enfin, qui a l'air d'avoir la bonne tête. Mais comme je vous disais, je ne sais pas définir quelle est la... Tout ça pour dire que ce n'est pas un problème si simple que ça. Il faut que je trouve une façon de le gérer. Et donc ça, c'est ce qu'on avait fait avec Bruno Salvi et Michel Soria. On a trouvé un moyen de faire en sorte de calculer la bonne solution. Donc ça, c'est la première étape, c'est d'ailleurs de dire, on est capable de donner une procédure qui nous garantit que ce qu'on calcule, c'est la bonne valeur. La façon de faire ça, c'est de procéder par itération, parce que l'itération qu'on va utiliser pour calculer les valeurs numériques, qui consiste simplement à dire je pars de 0 et j'augmente, cette itération, en fait, elle correspond à une itération sur les séries génératrices. Donc c'est ça qui va nous garantir que c'est bien la valeur de la série génératrice qu'on calcule. Et le fait que cette itération sur les séries génératrices, c'est la bonne, c'est que ça vient d'une itération combinatoire. C'est-à-dire que ça correspond exactement à ce que vous faites quand vous partez de votre ensemble vide pour les structures combinatoires et que vous itérez votre système de construction sur les objets. C'est exactement la même chose. Et donc ça vous donne une façon de calculer la solution. Le problème, c'est que cette façon de calculer la solution, c'est correct, mais c'est lent, c'est extrêmement lent. C'est-à-dire que vous allez y aller tout petit à petit. C'est ce que j'ai représenté sur ce dessin-là, où là, on voit l'itération sur les séries génératrices. Et donc les courbes rouges, c'est la valeur de la série génératrice progressivement à chaque itération que j'obtiens, sachant que la valeur que je cherche à atteindre, c'est celle-là. Et donc, plus j'avance et plus je mets du temps notamment, plus je vais m'intéresser après aux valeurs proches de la singularité. Ici, dans ce cas-là, c'est les arbres binaires, c'est 1/4. Et ici, vous voyez que je suis encore loin du compte pour arriver à ma solution. Et donc, pour régler ce problème d'efficacité, la solution, ça consiste à utiliser de l'accélération de convergence. Et on fait ça en utilisant une itération de Newton plutôt que cette itération simple. Et là, on voit qu'en quelques itérations, je me rapproche sensiblement de la courbe qui m'intéresse. Et donc là, j'avais espéré vous faire une petite démonstration en Maple, mais on voit bien que je vais être prise par le temps. Mais pareil, ceux que ça amuse, je vous montrerai comment on peut calculer l'itération, enfin faire la démonstration, mais essentiellement, c'est résumé dans ce transparent-là. Donc c'est vraiment le principe de l'itération de Newton que vous connaissez, que vous avez appris à l'école pour calculer les zéros d'une fonction. Simplement, on veut l'utiliser pour résoudre un système de la forme y égale h de y. Donc là, c'est la version de l'itération de Newton pour une seule équation, mais ça s'étend très bien au système. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on l'étend au système, on va obtenir cette itération-là que j'ai écrite avec les notations pour les objets combinatoires. Et ce qui tombe bien, c'est que le point crucial dans cette itération, c'est d'être capable de calculer cette chose-là ici, qui, en termes de structure combinatoire, correspond à une matrice jacobienne. Donc c'est des dérivés, donc ça on sait faire en termes de structure combinatoire. Et ensuite, c'est l'inverse de l'identité moins ce truc-là. Et là, ça tombe bien, à nouveau, c'est très combinatoire, c'est une séquence, ce genre de truc, mais généralisé au système. Donc ça, en termes de structure combinatoire, l'itération de Newton ne pose pas de problème. C'est pas nouveau, hein, ça vient des travaux sur les espèces de structures. C'est dans Bergeron, Labelle, Leroux.
Et donc, c'est ce genre de choses, relevé au niveau des séries génératrices, puis en numérique, qui va nous permettre d'avoir un oracle efficace. Donc, je passe la démo, bien sûr. Et je vais revenir dessus pour un dernier point. Donc ça, c'est la première question. Donc on sait faire un oracle. Il existe une deuxième technique pour calculer l'oracle qui se fait à base d'optimisation convexe. C'est le deuxième résultat que j'ai mentionné sur le transparent avant. Mais ça, je ne sais pas vous expliquer bien comment ça marche, donc je ne vais pas me lancer dans ce genre de choses. Et donc le dernier point pour l'implémentation, pour qu'on puisse faire les TP ce soir, c'est ces histoires de choix de paramètres, mais j'ai déjà donné les points relativement essentiels dans ma présentation. Vous avez les cas sympathiques des distributions concentrées ou plates, où essentiellement ce qu'il va falloir faire, c'est choisir le paramètre de telle façon à viser l'espérance de la taille. Donc, à nouveau, si vous avez un oracle, vous allez pouvoir vous débrouiller pour faire ça. Inverser l'espérance, ce n'est pas si simple, mais vous pouvez le faire par dichotomie, par exemple. Ce n'est pas forcément d'une efficacité formidable, mais ça a le mérite de fonctionner. Et donc là, on se retrouve dans des cas sympathiques. Et le dernier point, c'est le cas des distributions piquées. Et donc on peut, avec un peu de combien analytique, savoir dans quel cas, pour quel cas on est dans ces trucs-là. Ça dépend essentiellement du comportement asymptotique de votre classe. Et donc dans ces cas-là, si on veut revenir au cas où on veut avoir une complexité en moyenne pour la génération en taille approchée en O de n, il y a deux options. Soit vous pointez vos structures combinatoires, donc vous faites vraiment le même travail qu'hier, et ça va avoir l'avantage en fait de faire descendre d'un cran l'exposant ici, je vais très vite à cause du temps, mais qui va vous faire en fait, si vous pointez suffisamment de fois, revenir au cas des distributions plates, et donc dans le cas qui fonctionne bien. Et l'autre possibilité, c'est de faire des générateurs singuliers, donc comme je disais, se remettre dans le cas de Galton-Watson, qui nous garantit aussi qu'on va atteindre des grandes tailles sans trop de difficultés. Toutes les subtilités là-dedans viennent bien sûr du fait que pour faire ça, ça veut dire qu'il faut que je sois capable de calculer cette fameuse singularité, ou éventuellement d'inverser l'espérance quand n devient très très grand, ce qui en fait revient à calculer le rayon de convergence, c'est la même difficulté. Et là, à nouveau, le travail que j'ai très rapidement présenté avant va nous permettre de nous en sortir pour la singularité, parce que l'itération de Newton que je mentionnais, en fait, l'itération en général, ce qu'on est capable de montrer, c'est que si l'itération converge, c'est que vous êtes en dessous du rayon de convergence, et si ça ne converge pas, c'est que vous êtes au-dessus. Bien entendu, ce n'est pas si simple que ça. Quand vous faites les calculs numériques, vous êtes capable de voir quand ça converge ou ça ne converge pas. Donc là, il y a encore du travail. En termes de code, ce n'est pas si simple à faire que ça. Newton, c'est pratique parce que vous avez une itération qui est asymptotiquement quadratique. Donc au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, vous allez forcément rentrer dans un régime de convergence où vous allez doubler la précision à chaque étape. Et en fait, si vous voyez que la précision double à chaque étape, c'est que vous avez atteint ce régime-là et donc vous savez que vous avez convergé. Savoir que vous n'avez pas convergé, c'est plus compliqué. Donc là, quand est-ce que vous arrêtez? Quand est-ce que vous avez perdu espoir de converger? Mais en tout cas, toujours est-il que cet argument vous donne la possibilité de faire une dichotomie pour savoir où se trouve le rayon de convergence. À nouveau, les résultats avec l'optimisation convexe permettent d'avoir ça de façon plus directe, a priori. Et je vous laisse consulter le travail que j'ai mentionné si vous voulez voir ça. Et juste pour terminer, il existe déjà des implémentations. Vous avez un package Python fait par Mathieu et Martin, je ne vois pas, mais sûrement là, qui s'appelle Usailbolts en Python. Vous avez du Haskell, une implémentation par, je ne sais pas si je sais prononcer son prénom, donc Benkowski, qui est disponible. Et pour l'Oracle, on a un package en Maple, je suis navrée, qui permet de faire ce que j'ai raconté. Vous avez aussi un package en Python pour la version optimisation convexe. Les exercices de TP, j'y reviendrai ce soir, mais si vous allez sur le GitHub, vous les trouverez. Et je vais m'arrêter là, donc avec les références de base. Et voilà, je m'arrête. Alors, est-ce qu'il y a des questions?
c'est pas exactement une question, mais c'est une sorte d'idée que j'ai eue pendant que tu parlais. Mais tu as dit que c'est difficile d'avoir X étoiles parce que c'est un système compliqué. S'il y avait une seule fonction, si à la place d'un système j'avais Y égale fonction de Y, Z, ça serait facile, non? Bah, ton Parce F que- il peut être hyper compliqué. Oui, mais même si c'est compliqué, la solution c'est toujours la plus bas, non? Il y a un théorème qui dit que si les coefficients sont positifs, alors la singularité dominante c'est toujours sur R+. Et c'est la première que tu rencontres sur R+. C'est bien vrai. Peut-être. Donc, j'ai disons, les premières singularités que tu rencontres dans les plans complexes est sur l'axe réel positif. Donc, là, supposons qu'une dimension 1, c'est facile. On ne peut pas déformer les systèmes et rajouter les dimensions une à une. D'abord, j'ai résoudre. Je crois pas. Faut que je réfléchisse un peu, mais je pense que je peux te construire un exemple où je peux pas revenir à une seule équation, si c'est ça ta question. Oui, mais non, je voulais pas dire direct. Comme ça. On va Voilà. en discuter. J'ai jeté la pierre. Je ne sais pas si... Ça marche. Je prends la pierre et je vais y réfléchir quand mon cerveau se sera reposé. Est-ce qu'on fait de la génération de Boltzmann pour d'autres types de séries que ordinaire et exponentielle, par exemple Dirichlet ou que sais-je? Je crois qu'il y a peut-être des choses. Je sais pas. J'ai l'impression de me souvenir de quelque chose, mais on va regarder. Je vais regarder. Ça marche. Merci. D'autres questions? Non? Très bien. Eh bien, merci encore.